liées au Covid. Donc, on a deux personnes de Orcom, donc Valentin Doliger, qui va nous faire un panorama un peu complet de l'ensemble des aides, et puis sa collaboratrice, Madame Souza Louza, qui va nous parler plus particulièrement du chômage partiel, puisqu'on voulait faire un focus particulier. Bon, même s'il y a beaucoup d'informations qui circulent, l'objectif là-dedans, bon, aujourd'hui, il y a déjà eu beaucoup d'infos. C'est plus d'être dans les questions-réponses sur les choses particulières. Hein, la présentation générale, je pense que vous les avez toutes décryptées en détail. Mais voilà, on est plus aujourd'hui sur ces points-là, en tout cas sur des questions-réponses. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est pour poser des questions, d'attendre la fin de la présentation, et puis on fera une petite question de questions-réponses sur le premier sujet du panorama, et puis après en particulier sur le chômage partiel. Ok, bah écoutez, merci Valentin, je vous laisse la parole. Merci Philippe. Juste peut-être pour tout le monde, parce que je pense que tout le monde n'avait pas rejoint, je vous montre où vous pouvez retrouver les documents qu'on vous présente. Voilà, comme ça vous pourrez éventuellement vous y reporter si besoin. Là, on est sur notre site internet, hein, le site orcom.fr. On a un espace dédié à la crise, on traduit dans différentes langues, voilà, et regroupé en en quatre têtes de chapitre. Je commence par les éléments, enfin par un petit panorama des aides en matière de soutien à la trésorerie. Voilà, et ce support, c'est celui-ci actualisé hein, au 31 mars. Voilà, et tout à l'heure, Amandine fera un petit focus sur les éléments par rapport au chômage partiel. Et là aussi, il y a un certain nombre de fiches et on repartira de ces éléments-là pour appuyer et illustrer notre présentation. Donc, je recharge le document. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est de passer un petit peu en revue donc tous les dispositifs qui ont été initiés pour venir en soutien de la trésorerie. Alors, on a deux grandes familles hein, de dispositifs. On a les mesures dites de report, hein, qui ne créent pas de trésorerie nouvelle, mais qui permettent de reporter certaines échéances. On les détaillera juste après. Et on verra une deuxième grande catégorie de mesures qui vise cette fois-ci à aller chercher une trésorerie complémentaire. Donc là, on a fait quelques focus sur des dispositifs qui sont en train de monter en puissance, voilà, et là qui permettent pour le coup voilà, de générer une trésorerie supplémentaire. Donc évidemment, dans cette période un petit peu difficile où on doit faire tous face à des baisses d'activité significatives, il y a des décisions à prendre. La difficulté, je pense aujourd'hui, que tous les entrepreneurs doivent faire face. Bon, évidemment, au-delà de l'organisation du travail, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, côté aussi chômage partiel, c'est quel dispositif je mets en place et finalement avec quelle hiérarchie, parce que voilà, tout a été construit assez rapidement et on voit côté opérationnel que évidemment entre la mise en place au quotidien et sur le terrain, c'est un peu plus difficile. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver par rapport à la situation de chacun, quel est le dispositif à privilégier pour avoir un bon rapport entre énergie dépensée et effet recherché. Dans les apports de trésorerie, on aurait évidemment pu mettre aussi le dispositif de chômage partiel, hein, qu'on verra tout à l'heure, puisque lui aussi génère évidemment une trésorerie supplémentaire et pour le coup une vraie aide. Simplement, aujourd'hui, si on parle de trésorerie, on n'a pas forcément de visibilité sur l'échéance à laquelle la trésorerie arrivera sur le compte des entreprises. Alors, bon, rapidement, encore une fois, on s'orientera plutôt vers des questions-réponses, mais voilà, je passe les éléments et les mesures de report. Bon, c'est effectivement, je pense que c'était les premières qui étaient effectives. Donc, on a la possibilité de reporter un certain nombre d'échéances fiscales. Je vais dire presque tout, sauf la TVA. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Hein, les déclarations de TVA, il faut continuer à les faire et à les payer. Voilà, c'est la seule taxe qu'on ne peut pas reporter, au même titre que, évidemment, le prélèvement à la source, qui est un impôt collecté pour le compte de. Voilà, mais tous les autres impôts, aujourd'hui, peuvent faire quasiment l'objet d'une mesure de report.
les modalités sont relativement simples puisque voilà, avec un simple mail, même s'il y a aussi un modèle, voilà, et vous avez le lien ici qui fonctionne et qui renvoie vers le modèle de l'administration fiscale, peut être utilisé. Sur les échéances sociales, là aussi, on a, au fur et à mesure où évidemment elles se présentent, on a des possibilités de report. Ça concerne tous les organismes sociaux, ça concerne également aussi les tâches concernant les travailleurs indépendants. Voilà, donc là aussi, on a la possibilité de reporter l'ensemble de ces éléments-là. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est comment ces reports vont se dénouer. Donc là aussi, il y aura un petit point de vigilance, puisque quand on fait ça, évidemment, moi je le dis, même si c'est certainement une évidence pour vous, le report n'est pas une annulation. Hein, donc c'est pas ça, ce sont des sommes qu'on devra acquitter évidemment plus tard. Mais ça permet voilà, de soulager la trésorerie dans cette période où évidemment les rentrées sont plus limitées. Là aussi, même si on a eu des précisions depuis, certaines charges d'exploitation peuvent être reportées. C'est vrai que ce qu'on essaye évidemment de défendre, c'est que le crédit interentreprise fonctionne, donc les clients fournisseurs doivent se régler entre eux. Les seules charges qui peuvent faire l'objet d'un report, c'est celles qui avaient été visées par le président de la République et qui concernent finalement les grands donneurs d'ordre publics, que sont les fournisseurs d'électricité, d'eau, de gaz, et dans certaines conditions, les loyers. Voilà. Mais évidemment, là, ça relève d'un accord à obtenir avec le bailleur. Bon, les précisions apportées depuis font qu'en fait ce dispositif vise finalement une certaine catégorie d'entrepreneurs, et c'est ceux qui sont éligibles au fonds de solidarité, c'est-à-dire les plus petites entreprises. Donc ça, évidemment, ce ne sera pas une mesure que les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions pourront visiter. L'autre mesure qui a été quand même plutôt bien suivie et sur laquelle il y a une certaine réactivité, c'est la possibilité de reporter tous les engagements bancaires donc, qui étaient déjà en cours, hein, qui avaient déjà été pris antérieurement à cette situation-là, donc ces engagements bancaires moyen terme, voilà, et qui peuvent faire l'objet d'un report. Donc on arrête de rembourser ces emprunts et on peut les reporter de 3 ou 6 mois. A priori, ça a plutôt été 6 mois dans la pratique, ce qui a été observé. Normalement, sans frais et sans pénalité. Bon, après, dans la pratique, ça dépend évidemment de chaque établissement bancaire. Certains ont quand même appliqué un intérêt. Bon, voilà. BPI France l'a fait de façon automatique sans demander l'avis de ses clients. D'autres banques ont appliqué les mêmes principes. Pour d'autres établissements bancaires, il faut quand même faire une demande express. Voilà pour de façon synthétique ces mesures de report. Voilà. Plutôt assez simple à mettre en œuvre en termes de formalisme. Ensuite, de façon synthétique, quelques mesures donc, pour renforcer la trésorerie donc, des entreprises. Le dispositif phare que je vais développer un tout petit peu plus en suivant, c'est le prêt garanti d'État. Prêt garanti par l'État, qui concerne pour le coup ici toutes les entreprises, qui permet d'aller chercher une trésorerie qui va quand même être plus conséquente que tous les autres dispositifs, même s'il y a un plafond qui a été fixé à 25% de chiffre d'affaires. Donc là aussi, évidemment, ça dépend de la taille des entreprises. Donc pour les plus petites, on pourra atteindre voilà, ce plafond, et notamment celles qui ont une activité qui a été totalement arrêtée. Bon, pour les plus entreprises les plus importantes, on est assez loin de ce plafond-là, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller sur des demandes qui ne soient pas raisonnées, voilà, mais vraiment de correspondre à un besoin. Puisque ça reste un prêt, même s'il est garanti par l'État, hein, donc de 70 à 90%, c'est vrai que dans la majorité des cas, on sera à 90%, puisque en dessous de 90, ça concerne vraiment des entreprises très importantes, hein, au-dessus de 5000 salariés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir en renforcement de trésorerie. Pourquoi je dis que c'est un dispositif phare? Déjà parce qu'il a été largement doté, hein, 300 milliards d'euros. Donc c'est évidemment un dispositif conséquent. C'est opéré, quand je dis opéré, c'est-à-dire centralisé dans l'information par BPI France, mais c'est distribué par les réseaux bancaires traditionnels. Donc, on verra dans les modalités pour aller chercher ce financement-là. Ça reste un prêt, donc de toute façon, il y aura quand même une question à se poser sur les échanges de remboursement. Avant d'aller plus loin sur ce dispositif-là, de notre point de vue, ça constitue aujourd'hui le dispositif le plus structurant
en matière de trésorerie. Voilà, c'est celui qui va nous permettre finalement d'aller chercher une trésorerie supplémentaire de façon plus structurante, c'est vraiment le terme, que d'autres dispositifs qui sont des dispositifs plus court terme. Voilà. Là, on a la possibilité de se projeter un peu plus loin, de faire des anticipations sur 6 mois et d'essayer de bien mesurer, de bien calibrer le besoin pour passer à la fois évidemment cette période où on a une activité qui est largement impactée, mais aussi pour préparer, puisqu'il y aura aussi d'autres questions qui viendront, à la reprise, puisqu'on espère évidemment une reprise et un rebond qui sera peut-être assez conséquent. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Et à ce moment-là, évidemment, si notre trésorerie a été un petit peu mise à mal, tout le monde sait que pour redémarrer un processus d'activité, on a aussi besoin d'avoir des réserves pour pouvoir réengager des dépenses, pour pouvoir se réapprovisionner, reconstituer des stocks, etc. Donc, ce prêt, il permet à la fois de faire face à cette baisse d'activité et à faire face également aussi aux éléments de reprise. Je fais une petite pause sur ce prêt garanti d'État, je reviendrai un tout petit peu plus en détail tout à l'heure, juste pour passer en revue les autres éléments générateurs de trésorerie. Alors, il y a le remboursement des créances fiscales, donc les entreprises qui avaient des créances fiscales qui auraient trouvé un dénouement, une échéance plus lointaine, peuvent faire une demande de remboursement accéléré. Voilà, donc là aussi, l'administration fiscale a mis en place un dispositif, voilà, et c'est accessible directement sur le lien qu'on a repris ici pour pouvoir faire cette demande-là. Voilà, donc ça, je ne veux pas dire que c'est simple, mais voilà, en tout cas, sachez que ça existe, et pour ceux qui ont des créances significatives, hein, donc on peut avoir des créances de CICE, même si le dispositif a été éteint, mais voilà, pour les entreprises les plus importantes, il y avait un délai pour faire rembourser les créances éventuelles et tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, etc. On avait fait le choix de faire un focus pareil sur deux dispositifs qui, pour le coup, sont opérés et distribués par donc, BPI France. C'est le prêt à tout qui aura plutôt un public PME-ETI, un peu TPE, mais voilà, plus PME-ETI, avec des enveloppes voilà, de financement qui seront pour les PME de 50 000 à 5 millions d'euros et pour les ETI de 50 000 à 30 millions d'euros. Bon, là, l'idée, c'est d'aller sur vraiment quelque chose encore plus structurant que le prêt garanti d'État. En priorité, c'est d'abord le prêt garanti d'État qu'on peut éventuellement compléter par un prêt à tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt à tout vient forcément s'adosser à un prêt garanti d'État. BPI France, comme souvent, intervient toujours en complément d'un partenaire bancaire plus traditionnel. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je crois que ce prêt à tout est déjà bien consommé. Ici, on parle de 300 milliards. Les informations que je peux avoir fait que le prêt à tout avait été doté à hauteur de 3 milliards. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enveloppes et je crois qu'il est déjà bien consommé. C'est pour ça que vraiment la priorité se situe au niveau du PGE. Et on aura un autre dispositif qui seront des dispositifs déclinés régionalement. Donc ça, c'est une association BPI France et puis DEVEUP, hein, qui est l'agence de développement économique de la région, hein, directement en lien avec le conseil régional. On peut aussi des prêts sur, cette fois-ci, des populations plus TPE et PME, voilà, selon certaines possibilités, voilà, de 10 à 50 000 euros. Ça, pour le coup, on peut y aller. Dans les deux cas, voilà, si ces dispositifs vous intéressent, la démarche, c'est de contacter BPI France. Je reviens sur le focus prêt garanti d'État et ensuite j'en aurai quasiment fini avec cette petite revue des dispositifs en matière de trésorerie. Donc encore une fois, le prêt garanti d'État présente cet intérêt que finalement il s'adresse à quasiment tout le monde. À partir du moment où on a une activité économique. En fait, ce qui est exclu, ce sont les activités immobilières. Donc, voilà, on peut vraiment aller largement sur ce dispositif-là pour en bénéficier. On a fait un lien sur la fiche produit qui est celle du ministère, qui est assez bien faite, qui permet d'aller un petit peu en détail si besoin.
Le sujet, ce sera finalement de savoir et de répondre à cette question combien, c'est-à-dire quel est le besoin que je dois demander, quelle est la trésorerie que je dois couvrir aujourd'hui dans mon entreprise. Bon, le dispositif a prévu encore une fois ce plafond de 25% qui se calcule société par société, hein, donc c'est un plafond individuel et qui est basé sur le chiffre d'affaires hors taxe 2019 ou du dernier exercice clos si on a des clôtures décalées. Si ce chiffre d'affaires 2019 n'est pas disponible, on peut se reporter à 2018 si jamais il n'y a pas trop de variations et ça ne nous est pas défavorable, évidemment. Les comptes 2019 ne sont pas encore totalement arrêtés. Vous pouvez demander une attestation à votre expert comptable qui pourra valider ce montant-là. Voilà. Et pour les entreprises qui seraient nouvellement créées ou innovantes, si c'est plus intéressant, on peut aussi regarder un plafond qui correspondrait à 2 années de masse salariale. Donc ça, c'est pour la limite, mais on verra que souvent, c'est pas tellement on n'ira pas jusque-là. Le coût de la garantie. Alors, dans le dispositif initial, il était prévu effectivement un coût de garantie à 0,25%, alors qu'il peut monter à 0,50% pour des entreprises un peu plus importantes, hein, au-dessus de 150 salariés, et encore au-dessus pour les entreprises encore plus importantes, auxquelles il faudra rajouter le coût de la banque. Alors, les premiers retours d'expérience montrent que les banques n'appliquent pas de coûts supplémentaires, voilà, et distribuent ce prêt garanti d'État donc au coût de la garantie, donc c'est-à-dire 0,25%. Tout en précisant, et c'est l'objet du dernier encadré, que ce dispositif donc reste un prêt. Simplement, il bénéficie d'un différé d'amortissement de 12 mois. Ça veut dire que pendant 12 mois, on ne rembourse rien. Donc ça, c'est quand même la grosse plus-value sur ce dispositif-là. Et à l'issue des 12 mois, on aura deux possibilités. La première, évidemment, si on le peut, c'est de rembourser donc cette avance. Et si on n'est pas en capacité de le faire, on aura la possibilité, avec l'accord et après discussion avec vos partenaires bancaires habituels, négocier un étalement, un amortissement de ce prêt sur une durée qui pourra aller jusqu'à 5 ans. Voilà. C'est 5 ans maximum, on peut faire moins si, en fonction de l'élément. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Bon, les banques en ce moment sont assez vigilantes sur ça, hein. C'est un petit peu le sujet dans le dispositif. Voilà, ça me permet d'arriver sur le comment et je vous expliquerai complètement comment ça se passe un peu sur le terrain en ce moment. La première chose, c'est d'abord de se rapprocher, donc encore une fois, de son partenaire habituel, puisque c'est les partenaires, les réseaux bancaires traditionnels qui distribuent ce prêt-là, d'évaluer son besoin. Je terminerai ma présentation pour vous dire comment nous, on appréhende l'estimation du besoin. Une fois qu'on a transmis cette demande, la banque se positionne, donc vérifie les critères d'éligibilité. Alors, les critères d'éligibilité, c'est simple, hein, activité économique inférieure à 25% du chiffre d'affaires hors taxe, capitaux positifs. Voilà. La banque donne ensuite son préaccord. Une fois qu'on a son préaccord, on doit aller sur le site de BPI France pour générer une attestation. Pourquoi? Parce que BPI France se positionne tout simplement comme quelqu'un qui va centraliser en fait tout ce dispositif, bon, à des fins de reporting évidemment pour l'État, mais aussi pour vérifier qu'une même entreprise ne va pas solliciter ce fameux prêt auprès de multiples établissements bancaires et, in fine, dépasserait le plafond de garantie tel qu'il a été prévu. Voilà, ça c'est la finalité. Et une fois qu'on a eu donc l'attestation et confirmation du numéro unique, on le donne à sa banque pour accord. Voilà, donc ça c'est pour le dispositif, ça prend quand même quelques jours, hein. Il faut compter quand même, voilà, 10 jours, c'est vraiment un minimum. Voilà. Dans les faits, ce sera plutôt 15 jours pour un dossier assez simple. Alors depuis, les consignes étant un petit peu précisées, notamment sur la première les deux premières étapes qui consistent sur l'instruction du dossier par les banques. Ce qui a été demandé par la Fédération bancaire française, c'est vraiment d'être bienveillant par rapport à et à l'accueil des dossiers, c'est-à-dire de les étudier avec un regard différent. Quand je dis un regard différent, c'est simplement de l'appréhender au regard de cette situation exceptionnelle qui touche
toutes les entreprises, et de ne pas faire d'excès de zèle quant à une documentation qui serait excessive. Je parle de plans de trésorerie, de prévisions qui sont évidemment très difficiles à faire par les temps qui courent. Bon, dans certaines situations, on n'y échappera pas, mais dans des situations où l'entreprise est très bien notée, et là je fais référence à la notation Banque de France, il faut savoir que jusqu'à 5+, 5+, c'est la note, je crois que c'est le niveau faible dans la cotation Banque de France, mais voilà, tous ceux qui sont cotés 5+ et mieux, normalement, votre dossier doit être traité avec encore moins de documentation que d'habitude et moins de documentation que toutes les autres. Voilà, ça doit fluidifier et simplifier le processus. Je termine peut-être cette présentation et après je répondrai aux questions sur comment on évalue le besoin. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de faire face à une période pendant laquelle on va avoir une perte de chiffre d'affaires et nécessairement une perte d'opportunité. Donc, cette période, il faut déjà la définir. Nous, notre recommandation, c'est de repartir sur une période de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Puisque en intégrant mars, mars a été perturbé au moins pour la moitié du mois. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, l'hypothèse, c'est que le mois de septembre constituerait finalement le premier mois normal d'activité par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc ça, c'est le premier élément un peu structurant sur l'approche. Donc 6 mois de période impactée. L'idée ensuite, c'est d'appréhender le chiffre d'affaires qu'on estime perdre. Si on estime perdre 50% de son chiffre d'affaires, on revient à cette hypothèse-là. Voilà, on applique sur le chiffre d'affaires qu'on avait prévu et qu'on va perdre un taux de marge, le taux de marge qui est le nôtre. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on ne fait pas le chiffre d'affaires, il y a un certain nombre de charges et toutes les charges dites directes qui évidemment ne sont pas engagées. Donc notre préjudice lié à cette perte d'opportunité n'est pas le montant du chiffre d'affaires, mais le montant de la marge qu'on ne fera pas. Voilà. Et pour être tout à fait, j'allais dire, honnête dans l'approche, il faudrait aussi impacter ce calcul des éventuelles économies de charges fixes qu'on anticipe compte tenu d'une situation d'exploitation qui est aussi impactée. Bon, voilà. Et avec ce chiffre-là, on peut aller légitimement devant son partenaire bancaire et réclamer cette trésorerie qui finalement réside de la perte d'opportunité qu'on aura eue avec la perte du chiffre d'affaires. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire en matière d'indemnisation lorsqu'on a des sinistres. Voilà, c'est une approche qui est un peu similaire. Bon, les premiers retours d'expérience là aussi sont assez concluants par rapport à l'accueil des banques. Voilà, j'ai eu l'occasion de le tester auprès de différents établissements, même auprès de la Banque de France dans le cadre d'un dossier de médiation. Et donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Dans certains cas, vous n'échapperez pas au plan de trésorerie, même si évidemment il faut essayer de passer outre. Voilà. Mais on peut aussi aller sur des plans de trésorerie qui sont assez simples, voilà, pour contenter nos amis banquiers. Voilà. Je ne serai pas plus long sur cette partie-là. Et évidemment, je suis à votre écoute pour d'éventuelles précisions. Et sinon, on passera ensuite la parole à Amandine qui nous présentera donc voilà, 2 notes particulières sur le chômage partiel. Juste une petite dernière précision sur le calcul et l'estimation du besoin de trésorerie. Bon, à appréhender cas par cas, mais globalement, nous, on ne l'intègre pas dans notre calcul du besoin. C'est-à-dire que c'est sûr que si on avait une absolue certitude que notre dossier va être accepté et que la prise en charge sera totale, ce sera évidemment une économie de charges fixes qui viendra diminuer notre besoin. Voilà. Mais nous, on la présente plutôt comme étant une marge de sécurité compte tenu de l'aléa qu'on peut avoir sur l'acceptation du dossier et aussi sur l'échéance de l'indemnisation, c'est-à-dire du versement de la trésorerie sur le compte de l'entreprise. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là? Juste pour terminer la présentation, pardon, voilà, ici on avait remis les éléments essentiels de la fiche qui nous donne les précisions sur la garantie d'État. Voilà. Ok, merci Valentin. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, comme on n'est pas très nombreux, peut-être vous allumez votre micro et vous posez directement votre question.
Oui, Eric Rambourg, bonjour Valentin. La question que je voulais vous poser, c'était par rapport effectivement, je vous disais tout à l'heure, nous on a une activité aujourd'hui qui a beaucoup augmenté, mais Ouais. on pense que c'est plus des stocks de prévoyance par rapport aux industriels, en B2B à 95%. Et la problématique, c'est qu'on n'a pas de lisibilité du tout, en très peu de lisibilité par rapport à ce qui peut se passer dans les prochains mois. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut faire quand même une demande au niveau du PGE par rapport à cette problématique du trésorerie qu'on risque de voir arriver très rapidement, puisque on a aussi des charges assez fortes au niveau des achats de récoltes que l'on a réalisé dernièrement, et puis des créances qui sont à l'extérieur par rapport à nos clients, qui sont en train d'augmenter assez rapidement. Donc, pour moi, même si aujourd'hui, effectivement, les éléments ne traduisent pas une baisse d'activité, au contraire, l'idée du PG, encore une fois, c'est faire face à une éventuelle baisse d'activité aujourd'hui, mais c'est aussi faire face en prévision à des mois plus difficiles. De toute façon, la trésorerie a toujours cette inertie et ce côté un petit peu pervers où finalement, quand on a une baisse d'activité, on ne le ressent pas tout de suite en trésorerie, tout simplement parce qu'on continue à encaisser ses créances, on engage moins de charges. Voilà. Et la difficulté se situe souvent beaucoup plus tard, c'est-à-dire au moment où on a la reprise, puisqu'on n'a plus de créances à encaisser, par contre on a des charges à réengager. Donc là, c'est un cas un petit peu différent, mais le besoin ne sera pas estimé en fonction d'une perte d'opportunité, mais plutôt en fonction d'une anticipation de besoins en fin de roulement, puisque là, il s'agit de financer le cycle d'exploitation et le cycle d'activité. Voilà. Et donc là, je pense qu'en modélisant des prévisions de trésorerie qui mettent en exergue ce décalage-là, qui fera forcément l'objet d'un décalage de trésorerie, on peut certainement être éligible aux prêts garantis. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on enchaîne sur le focus chômage partiel. Ok, écoutez, je vous propose que l'on enchaîne à ce moment-là. Merci. Alors là, je vais laisser Amandine prendre la main, puisque donc Amandine est consultante en droit social chez nous. Voilà, et aujourd'hui, faut la remercier du précieux temps qu'elle nous accorde, parce qu'en ce moment, elle et toute son équipe très mobilisée évidemment pour traiter toutes ces demandes et ces dossiers qui sont assez complexes. Amandine, tu me dis laquelle en premier? Alors, bonjour à tous, on peut prendre la fiche pratique vous permettant de procéder à la demande d'activité partielle et je ferai en sorte de la compléter à l'oral. C'est la dernière, c'est celle-ci, hein? Non, c'est en dessous, vous permettant de procéder à la demande d'activité partielle 16.3. Voilà, et je vais faire les mises à jour en direct. Donc, pour commencer, je vais vous synthétiser le dispositif à la base de l'activité partielle qui se voulait assez simple et qu'on avait l'habitude d'utiliser dans d'autres circonstances. De manière assez synthétique, l'activité partielle, c'est le dispositif qui vous permet en tant qu'employeur de demander à vos salariés de chômer quelques heures. Donc, le quelques heures doit s'apprécier soit en une réduction de l'activité salariale, c'est-à-dire que vous demandez à vos salariés de rester à domicile pour une durée de travail, mais vous utilisez quand même encore cette main-d'œuvre de manière réduite, ou alors, dans un second mode, en une suspension totale d'activité. Ces dispositifs d'activité partielle, donc que ce soit la réduction ou la suspension d'activité, elle est autorisée via une demande normalement qui est préalable à l'administration et qui se fait maintenant de manière totalement dématérialisée et on y reviendra juste après. Et elle est nécessairement circonstanciée et temporelle. C'est-à-dire que l'administration n'autorise le recours à l'activité partielle que si elle estime que la situation est temporaire avec un retour à la normale. Moi, le maximum que j'ai vu, c'est sous 6 mois, 9 mois.
Dans notre cas actuel, on rentre totalement dans le dispositif de l'activité partielle qui, je pense, est déjà peut-être en place ou en cours de mise en place dans vos structures respectives, avec une particularité qui nous a été autorisée suite à plusieurs difficultés techniques et puis aussi au caractère un petit peu exceptionnel de la situation qu'on a en ce moment, c'est le fait que les demandes ne sont plus nécessairement préalables, mais doivent être saisies dans un délai de 30 jours à compter du début de la mise en place du dispositif. Aujourd'hui, je maintiens, et dans ma présentation, je vous parle du délai de 30 jours. Ce qui ressort, nous, des communications qu'on a eues, entre autres, avec la Directe Centre-Val de Loire, c'est qu'il est très probable, vu les problèmes techniques que l'on rencontre sur la plateforme pour saisir la demande, que ce délai de 30 jours soit prorogé. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations complémentaires. Je ne peux pas vous dire c'est 2 mois, 3 mois, mais il y a de fortes chances que ce délai soit un petit peu allongé par l'administration. Concrètement, l'activité partielle, comment ça se matérialise avec vos salariés? C'est-à-dire que vous demandez, alors moi j'informe toujours les salariés, donc ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le cadre des questions-réponses si toutefois vous aviez des problématiques sur le sujet. J'informe toujours au préalable mon personnel avant la mise en place effective de l'activité partielle par écrit pour au moins garder trace de l'information aux salariés et on leur demande concrètement de rester à domicile pour un certain nombre d'heures, que ce soit en suspension ou en réduction de la durée de travail. Ces heures pour le salarié, elles ne sont pas totalement perdues, c'est-à-dire qu'en haut de bulletin, vous les défalquez bien au réel de la rémunération qui est normalement forfaitaire de vos salariés, et en bas de bulletin, ça se matérialise par une indemnité d'activité partielle qui leur est à leur bénéfice, qui est en net, donc bas de bulletin, et qui est fixé aujourd'hui sur le taux horaire du salarié à 70% du taux horaire brut par heure chômée. C'est important de rappeler que ce 70% brut, il est actualisé, puisqu'on a eu plusieurs annonces du gouvernement nous disant que les salariés n'auraient pas de perte sur leur rémunération. Il est important d'avoir ce degré d'information auprès de vos collaborateurs. Il y a bien une perte, parce que bon, les chiffres ont été annoncés, 70% brut, ça fait à peu près, pour un employé, ça fait du 84-86% net. Donc, il y a une perte. À côté de cette indemnisation donc, du salarié qui est fait sur le bulletin de paye pour le mois concerné, pour lequel il y a de l'activité partielle, l'employeur derrière doit saisir, on y reviendra tout à l'heure, sur le site, la plateforme dédiée activité partielle, le nombre d'heures chômées, et il y a un remboursement, nous dit l'inspection du travail, sous un délai de 10 jours des heures chômées au niveau de l'employeur. Donc, comme c'était indiqué sur la diapositive précédente, qui a été établie au 16 mars, on était auparavant sur une indemnisation employeur qui était forfaitaire par heure chômée, qui était basée sur, en fonction de l'effectif, soit à 7,74 €, soit à 7,23 € par heure chômée. Cette indemnisation, vu encore une fois le caractère exceptionnel et l'utilisation qu'il va y avoir du dispositif, le gouvernement a fait un geste. Et on est passé maintenant sur un remboursement de l'employeur de manière proportionnelle et totale en fonction de ce qui est versé aux salariés dans la limite de 4,5 SMIC. C'est-à-dire que le salarié qui est rémunéré en dessous de 4,5 SMIC, l'employeur derrière sera totalement remboursé et indemnisé sur la base de ce qui est versé aux salariés mensuellement. On vous a repris, donc vous verrez, ça peut être éclairant pour vous, on vous a repris des simulations sur la diapositive juste après pour que vous vous rendiez compte de manière concrète sur une rémunération, ce que peut représenter l'indemnisation du salarié et aussi, donc du coup, bon, la case remboursement employeur sera à adapter avec les informations que je viens de vous préciser, mais ça peut vous permettre aussi d'adapter, vous de votre côté, pourquoi pas, une communication au niveau de vos salariés si on arrive dans la période peut-être de distribution des premiers bulletins de paye du mois de mars, ou si vous n'avez pas encore mis en place le dispositif, d'au moins avoir une information préalable pour le mois d'avril. Concrètement, la mise en place du dispositif de l'activité partielle au niveau du contrat de travail des salariés, ça s'apparente à une suspension. C'est-à-dire que pendant cette période d'activité partielle où vous demandez aux salariés de rester à domicile, le contrat de travail est suspendu.
le salarié a le droit, c'est important de le préciser, d'avoir une activité salariale chez un autre employeur pendant la période et ça n'a aucun impact sur son indemnisation au titre du contrat de travail qu'il possède au sein de votre entreprise. À côté de ça, il est important aussi de préciser que cette suspension du contrat de travail n'a pourtant pas d'effet sur l'acquisition des congés payés au niveau du salarié et les périodes d'activité partielle sont également neutralisées si vous avez en interne des dispositifs mis en place par forme d'accord, participation et intéressement. C'est-à-dire que si vos formules sont basées sur un critère de présentéisme du salarié, les effets de l'activité partielle sont bien sûr neutralisés. Le salarié est considéré comme présent dans la structure. Au niveau du dispositif, si on descend un petit peu de mémoire, on vous reprend le formalisme avec le site internet si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller pour la mise en place de l'activité partielle. Si dans un premier temps, les premières semaines, à compter semaine 8, semaine 9, semaine 12, je vais y arriver, semaine 13, on a eu quelques problèmes de connexion sur la plateforme activité partielle. Normalement, aujourd'hui, les choses sont revenues quasiment à la normale et nous, de notre côté, on arrive à se connecter sur la plateforme sans trop de soucis. Il persiste cependant, alors je ne sais pas, peut-être que ce sera l'occasion d'en parler dans le cadre du question-réponse si vous avez des difficultés sur la plateforme. Il persiste encore quelques bugs, problèmes techniques sur les espaces que vous avez sûrement dû créer sur la plateforme. De manière assez simple, normalement par usage, on crée un espace dans la procédure. On crée d'abord son espace entreprise sur la plateforme avec un numéro SIRET et une adresse mail. Il est important de préciser que la démarche doit être répétée autant de fois qu'il y a d'établissements pour la structure, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un espace unique pour l'entreprise. C'est vraiment chaque établissement qui doit avoir son entité de reconnue sur la plateforme activité partielle et on établit autant de demandes d'activité partielle qu'il y a d'établissements. Puisque derrière, en cas de contrôle de l'administration, de l'inspection du travail, il sera vérifié chaque demande au niveau de chaque établissement. C'est pour faciliter les contrôles administratifs. Dans un premier temps, on va vous demander assez classiquement, une fois que votre espace entreprise sera créé, de compléter les informations administratives au niveau de chaque établissement. Donc là, c'est des données normalement assez simples, SIRET, personne à contacter, et on vous demandera un RIB par structure. Tant que je vous parle du RIB, nous avons eu, nous, les premiers retours de l'administration de la Directe Centre Val de Loire qui exige pour chaque demande d'activité partielle pour chaque établissement que le RIB soit bien joint à la demande. Si le RIB n'est pas joint de manière systématique, l'inspection du travail invalidera votre demande. C'est une pièce qui normalement n'est pas obligatoire, mais nous, les premiers retours pratiques qu'on a, c'est que l'inspection du travail les exige systématiquement. Une fois l'étape préalable et les établissements créés, vous rentrez directement dans la saisie de la demande et c'est là qu'il faut avoir fait un travail préparatoire en amont. C'est d'avoir bien défini la période d'activité partielle au sein de la structure, en sachant que pour le Covid-19, on est normalement limité par l'administration au 30 juin de cette année. Après, si vous avez des activités particulières avec des preuves qui tendent à démontrer un impact sur l'activité au-delà de cette date, bien sûr, moi, je vous encouragerai à faire une demande au-delà, mais bien sûr en justifiant un maximum votre demande. De toutes les manières, quoi qu'il arrive, on y reviendra, mais il est toujours important de bien justifier, de bien préciser sa demande en donnant le plus de pièces justificatives à l'administration au préalable. Une fois précisée la période d'activité partielle, on vous demandera le nombre de salariés concernés et également le nombre d'heures que vous demandez sur la période. Moi, je vous encourage, dans la mesure du possible, d'avoir des tableaux peut-être Excel les plus précis possibles pour venir encore une fois à l'appui de votre demande en cas de demande complémentaire de l'administration a posteriori. Étant précisé que pour l'évaluation du nombre d'heures d'activité partielle, on ne fonctionne pas de manière forfaitaire.
comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'État indemnise au réel et du coup, il y a certaines heures qui ne sont pas indemnisables par l'État. Il s'agit entre autres, alors je pense que vous y êtes confrontés, tout à l'heure j'ai entendu une participante évoquer le cas des arrêts maladie et autres arrêts pour garde d'enfants. Il est bien sûr évident que ces heures-là ne rentrent pas dans le dispositif de l'activité partielle. On est soit en arrêt, soit en activité partielle, on ne peut pas cumuler les deux dispositifs. Autre cas, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais les heures posées au titre de RTT ne sont pas prises en charge au titre du dispositif activité partielle. Il en va de même pour les congés payés, les jours fériés, et on l'oublie aussi, mais on a le lundi de Pentecôte qui tombe dans la période potentielle d'activité partielle. La journée de solidarité n'est pas prise en charge au titre du dispositif également. Donc, tous ces éléments étant pris, il faut vraiment faire une évaluation au réel de votre nombre d'heures et l'administration est assez regardante sur les détails que vous pourrez produire et elle vérifiera que vous avez bien déduit les heures dont je viens de vous parler du dispositif activité partielle. Au niveau du nombre de salariés concernés, ça peut être compliqué pour vous de l'estimer, parce que vous avez encore une fois certains salariés qui sont peut-être arrêtés aujourd'hui. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre en compte ces arrêts peut-être initiaux ou avec les renouvellements, mais de ne pas partir sur des hypothèses de renouvellement tacite et bien de les compter dans l'estimation que vous allez faire. De manière générale, il vaut mieux, entre guillemets, avoir une évaluation peut-être forte et pessimiste de l'activité partielle et demander trop d'heures plutôt que de se retrouver trop juste au niveau du nombre d'heures et au bout, à la mi-mai, avoir déjà écoulé son stock d'heures d'activité partielle, parce que dans ces cas-là, il faudra refaire une nouvelle demande et là, l'administration vous demandera de manière obligatoire des engagements, c'est-à-dire des formations collaborateurs, des engagements de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ou toute autre demande que l'administration pourrait juger opportune après avoir eu un échange avec vous. Sur le dispositif, une fois que vous avez complété, alors le site est assez pédagogique et quand il n'y a pas de bug, ça fonctionne en 10 minutes, on peut avoir saisi la demande assez simplement. Il suffit d'envoyer le tout à l'UD et normalement, dans un délai de 48 heures, vous devez avoir un retour ou alors la demande sera homologuée de manière tacite. Nous, sur le recul qu'on peut avoir et la masse qu'on peut avoir depuis la semaine dernière, à part le souci que je vous ai évoqué de l'inspection du travail qui exige que les RIB soient mis en pièces jointes, les retours sont plutôt sur de l'acceptation et assez prompt. Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur le dispositif. Si vous avez peut-être des questions, je pense que vous en avez. Oui, Valentin, juste merci Amandine, juste te dire qu'effectivement il y a eu une communication un peu inconstante sur le sujet, voilà, en même temps qui se comprend compte tenu de cette situation un peu particulière. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de toute façon les dossiers vont être largement étudiés et il faudra bien les documenter. Voilà, je pense que c'est ça que il faut bien retenir et quand on dit bien les documenter, c'est vraiment parce que des contrôles pourront être faits a posteriori. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Et donc, bien documenter, c'est à conserver des traces qui justifient la baisse d'activité, des reports de commandes, des annulations de commandes, voilà, tout ce qui permettra d'étayer la situation qui fait que vous êtes conduit à engager ce processus-là et qui évidemment justifieront cette situation-là. On a eu au tout début finalement de cette crise parfois une tentation de peut-être pour certaines entreprises dans un souci de simplicité, mais aussi tout simplement par excès peut-être de consignes qui ont été données de vouloir tout arrêter et d'avoir recours de façon un peu massive à ce dispositif de chômage partiel, puisque c'est ce qu'on avait un petit peu compris effectivement à l'issue des premières déclarations, voilà, avant que finalement le gouvernement revienne un petit peu sur ces propos pour encourager le travail dès lors que évidemment le respect des consignes et des règles est essentiel en matière de
sécurité sanitaire peuvent être respectées. Voilà, mais de continuer évidemment à travailler. Donc, de toute façon, je crois que la Directs sera assez vigilante finalement à ce que ce dispositif, enfin le recours à ce dispositif soit la dernière solution. Voilà. D'abord, voilà, évidemment, adapter l'organisation et essayer de garantir un minimum pour ces salariés. Ensuite, éventuellement, peut-être regarder s'il n'y a pas des dispositifs de formation qui pourraient être utilisés aussi, qui pourraient occuper nos salariés pendant cette période-là. Pourquoi pas des congés payés ou des RTT à apurer, voilà. Et si au bout du compte, et le télétravail évidemment, ça c'est le premier sujet, mais ça va avec l'organisation du travail. Et si au bout du compte, on ne peut pas, voilà, et on arrive au bout et on a un peu épuisé toutes les possibilités, voilà, le chômage partiel s'impose comme étant une issue et un dispositif à avoir. Et c'est l'objet de la seconde note qu'on vous a communiquée, c'est vraiment de rester vigilant et d'envisager l'activité partielle vraiment si le télétravail n'est pas possible et en cas de réelle carence d'activité. J'ai une question. Je suis actuellement, nous sommes en fermeture totale. Si nous devons rouvrir, admettons, dans 10 jours, juste une ligne de production, par exemple, est-ce que l'on doit faire venir tous les salariés ou est-ce que l'employeur est en droit de choisir les personnes qu'il va faire travailler uniquement? Alors, par principe, normalement, vous êtes censé, par communauté de travail, apprécier l'activité que vous allez avoir à gérer sur la période. Et normalement, vous êtes censé répartir de manière proportionnelle le travail entre les collaborateurs qui appartiennent à cette unité de production. Après, nous sommes dans une circonstance qui est quand même exceptionnelle, avec des risques sanitaires particuliers. À voir si vous partez sur des critères pour moi objectifs, par exemple de compétences professionnelles, de pluricompétences. Derrière, pour limiter quand même le nombre de salariés exposés aux éventuels risques. Mais là, il s'agit d'un critère factuel. Si on se fait l'avocat du diable et sûrement que l'administration, dans certains cas, aura cette position-là, vous êtes censé, par communauté de travail, répartir de manière proportionnelle et non discriminatoire le travail. Oui, après, j'imagine bien que pour ne pas que nos salariés soient collés les uns aux autres, on peut très bien dire sur 30 personnes, on n'en fait venir que 10, quoi. Vous avez tout compris. OK. L'allocation d'activité partielle n'est pas considérée comme un salaire. Alors, c'est du bas de bulletin. Par contre, ça rentre dans l'imposition. Et par contre, quand on a, par exemple, je pense aux salariés en CDD qui doivent partir, est-ce que ça peut rentrer dans l'indemnité de fin de contrat? Non, du tout. Du tout, hein? Non. Juridiquement, ce n'est pas un salaire. Non. Je ne sais pas si on peut revenir sur les maladies, peut-être. Moi, j'ai une question sur les maladies, les arrêts maladie, on va dire classiques. Oui. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus de carence, plus d'ancienneté à partir du 24 mars, date de l'ordonnance, si je me souviens bien. Il n'y a pas de rétroactivité, c'est-à-dire que les arrêts qui auraient été, qui auraient commencé… Je vois votre question. Oui, on a un souci en la matière parce qu'effectivement, les textes dans nos matières n'ont pas normalement d'effet rétroactif, mais ils sont quand même intervenus assez tard, puisqu'on a eu quand même une période avant la mise en place de ces textes. Et c'est pour ça que le gouvernement a sorti
il y a 3 jours, un question-réponse actualisé avec des fiches annexes sur justement l'articulation entre le dispositif de l'activité partielle et les arrêts maladie classiques et les arrêts pour garde d'enfants. Il y a de mémoire une annexe complète qui fait 3 pages avec un question-réponse qui vous donne des précisions et des positionnements. Après, moi, le retour et le recul que j'aurai par rapport à ce question-réponse, c'est que ça ne reste qu'un question-réponse. C'est-à-dire que les questions-réponses du gouvernement n'ont pas de force normative. Donc, vous pouvez vous appuyer dessus. Par contre, en cas de contrôle de l'administration ou de la caisse, on peut aussi avoir cet élément-là, à voir si l'administration prendra la même position que le gouvernement. Oui, par contre, je pense que dans le question-réponse, il n'y a pas la notion de rétroactivité, je crois. Non, elle n'y est pas. Donc, parce qu'on est en zone de flou. Voilà, d'accord. Mais ça peut évoluer éventuellement, mais c'est vrai que surtout pour le complément employeur, c'est un petit peu embêtant, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, oui. sur la partie chômage partiel, simplement pour être clair, c'est toujours difficile. Nous, on tourne toujours, Société Redzel, mais c'est toujours difficile de définir une période de début et une période de fin. On fonctionne sur nos stocks aujourd'hui, mais on sait effectivement qu'on aura toutes nos limites par rapport à une problématique de matières premières. Donc aujourd'hui, on va engager une démarche de chômage partiel. Pourquoi? Parce qu'on a des postes qui sont directement touchés, qui sont ceux des commerciaux et des assistantes de direction. Mais il est fort probable que dans les semaines à venir, mais ça, c'est difficile effectivement de le savoir, on aura probablement d'autres collaborateurs concernés. Donc, ma question, c'est comment je fais sur une demande comme celle-ci? Est-ce que j'ai des moyens de revenir sur ma demande ou est-ce que je dois faire simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, une estimation au plus fort et au plus pessimiste de la situation? Alors, après, nous, on a plutôt tendance à partir sur des estimations pessimistes. Après, la nuance et la limite que j'apporterai à cette démarche, c'est tout dépend de l'effectif salarié et de la marge, je comprends. Si aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, qu'une dizaine de collaborateurs concernés et que la démarche pessimiste conduirait à en mettre 150 ou 200 en activité partielle, on va peut-être commencer par faire une demande préalable avec les salariés déjà impactés aujourd'hui. Et l'administration nous a, entre guillemets, offert la possibilité de revenir sur les demandes déjà réalisées par voie d'avenant. Après, ce n'est pas la démarche qu'on préconise nécessairement dans un premier temps, mais si vous êtes vraiment dans une période où c'est vraiment très compliqué pour vous d'évaluer l'impact parce que le delta est trop important, je partirais quand même sur cette possibilité de revenir sur la demande initiale avec un avenant. D'accord, très bien, c'est clair. Merci. Oui, j'avais une question pour donc le cadre d'une entreprise qui est en arrêt total, donc avec une activité partielle à 100%, avec, je dirais, dans la perspective de préparer la reprise, de proposer à certains collaborateurs, donc des commerciaux, de passer en télétravail pour, je dirais, une quotité de l'ordre d'une journée par semaine. Quelles sont les précautions à prendre ou que faut-il faire pour, pouvoir précisément documenter, démontrer que ce temps de travail en télétravail, qui est donc pas en entreprise, a bien été d'une journée par semaine, sachant que la difficulté, c'est qu'il est probablement réparti tout au long de la semaine et pas physiquement sur une journée. Je comprends. Alors nous, les précautions qu'on prend, et pour documenter encore une fois votre dossier à l'inspection du travail, c'est de garder des traces écrites. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir des communications écrites avec les salariés, avec pourquoi pas des plannings prévisionnels de travail. Et derrière, le collaborateur en télétravail vous fait des reportings signés que vous pourrez derrière produire à l'inspection du travail. C'est clair, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Peut-être une dernière question pour cette fois-ci Valentin. Donc là, je fais un peu un flashback. On a, je crois, vu hier ou ce matin là, des déclarations de Bruno Le Maire qui semblaient laisser penser qu'il y aurait des dispositifs complémentaires d'aide alors à des entreprises plutôt type TPE ou PME qui seraient publiés la semaine prochaine. C'est ce que bon, est-ce qu'on en connaît un petit peu plus le contour? L'idée étant de savoir est-ce qu'il faut acter là, bon, il nous reste 2 jours cette semaine, mais est-ce qu'il faut encore attendre de comprendre l'ensemble des dispositifs possibles ou de quoi retourne-t-il en fait? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y aura des mesures renforcées pour vraiment les TPE en grande difficulté. C'est toujours cette notion de grande difficulté qui est un peu difficile à appréhender. D'après ce que je sais, c'est que ça concerne notamment tout ce qui est charges fixes, donc loyer principalement. Donc là, il y a une réflexion sur une prise en charge des loyers qui pourrait être faite dans certaines conditions pour certaines entreprises. Ça reste encore assez imprécis et peut-être non pas des reports de charges, mais de charges sociales et fiscales, mais peut-être des annulations aussi pour certaines entreprises. Voilà, ça c'est le plan. Voilà, de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, on va avoir des dispositifs qui vont forcément se préciser, se renforcer. Bon, le mois de mars a été un mois qui a été impacté que pour moitié. Les vraies difficultés, ce sera le mois d'avril. De toute façon, les défaillances d'entreprise, on commencera à vraiment les mesurer fin avril, quand il aura fallu faire face à toutes les échéances, alors même qu'on sera autour du 15 avril, un mois après l'arrêt d'activité totale pour certaines entreprises, quoi. Voilà. Et c'est là où je reviens sur peut-être l'urgence des dispositifs du moment en matière de soutien de trésorerie. C'est vraiment d'aller sur le dispositif pré-garantie d'État, qui encore une fois est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour aller chercher une trésorerie pour faire face à ces échéances à venir, essayer de passer au mieux les 6 prochains mois, quoi. Tous les autres dispositifs sont évidemment à explorer. Et il faudra aller. Ouais, salut. Est-ce que tu as des infos sur le fait que le préfet s'intéresserait à notre commande de masques? Non. J'ai Alain Eudes, là, de FR3, qui m'a dit que Philippe, le si tu peux était couper ton micro. Philippe. Le préfet est au courant, parce qu'on lui a dit que, comme il y a eu, tu sais, il y a eu des annulations au départ, on avait pas. On a la réponse en direct. Donc oui, les autres dispositifs, voilà, sont évidemment à explorer aussi. C'est vrai que sur le dispositif de chômage partiel, ce sera évidemment quelque chose qui viendra indemniser, qui viendra pour le coup diminuer un petit peu les pertes d'exploitation, et ça, ce sera évidemment à le travailler. Bon, c'est vrai que les 30 jours aujourd'hui commencent un petit peu à se stresser un petit peu par rapport au premier jour de chômage partiel. Donc là aussi, on attend des précisions, mais on n'a pas non plus encore de visibilité sur le moment où cette trésorerie arrivera. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on compte sur ce versement de chômage partiel pour faire face à nos engagements immédiats à très court terme. Voilà, c'est pour ça que je reviens sur, même si Gabriel Pénicaud annonce un délai de 8 à 10 jours pour les remboursements, bon, nous avait annoncé un délai de 48 heures pour obtenir les codes pour se connecter à la plateforme. Donc voilà, et on sait que dans la pratique, ça a plutôt mis une semaine, voire 10 jours pour certaines entreprises, voire plus pour quelques cas particuliers. Donc voilà, donc encore une fois, voilà, le dispositif qui aujourd'hui est le plus où le rapport investissement à passer et bénéfice pour se donner un petit peu de confort, même si le terme n'est peut-être pas adapté dans cette situation, mais voilà, c'est vraiment très garanti d'État. Je vous invite vraiment à cette possibilité du partenaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était Eric, je crois. Non, très clair. Merci infiniment. Merci. Sait-on éventuellement s'il y a une souplesse de prévu en ce qui concerne le tiers-temps des CDD? Excusez-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on peut terminer? Je ne sais pas si vous avez encore plus de questions? Non. Philippe, il y a Corinne, je crois, qui veut poser une question. Oui, Madame Amand, je vous écoute.
Oui, je demandais si il était prévu une souplesse concernant le tiers-temps des CDD au cas où les entreprises rouvrent. Est-ce qu'on peut réembaucher ces personnes plus tôt que prévu? J'ai pas d'informations en la matière. D'accord. Ok. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on termine. Merci beaucoup à Orcom de s'être mobilisé pour cette présentation. Je vais vous envoyer dans l'après-midi un petit mail avec le lien sur leur site. Hein, il n'y aura pas de pièce jointe, mais en fait, vous retrouverez toutes les fiches qui sont bien détaillées sur le site. Comme ça, vous pourrez regarder ça. Et puis, ce que je ferai aussi peut-être dans le mail, c'est que je vous mettrai en copie, je mettrai en copie les mails de Monsieur Doliger et de Madame de Souzalouza. Comme ça, si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas à les appeler directement. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoutez, bonne fin de journée et bon courage pour le confinement. Et puis, bon week-end de Pâques. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Valentin. Merci Amandine. Merci, au revoir. Merci à votre disposition. Bon courage. Prenez soin de vous.